Bienvenue dans Star Confidence. À 34 ans, cet habitant de Dakar est le photographe africain du moment. Symbole de l'Afrique qui bouge, il sillonne le monde après avoir marqué le salon Paris Photo par sa série de portraits intitulée Diaspora. Je l'ai rencontré afin d'évoquer son parcours hors du commun. Tout de suite, les confidences d'Omar Victor Diop. Et ce qui est fabuleux dans cette série, c'est qu'en fait, il redonne vie à des Africains du 16e, du 17e siècle qui sont arrivés en Europe comme des esclaves, mais grâce à leur intelligence sont devenus des grands mathématiciens, des grands poètes, proches des rois, proches du pouvoir. Pour certains même ont eu des postes de pouvoir très importants. Et donc il prête son corps à ces personnages qui ont un peu disparu de l'histoire. Il montre à travers ses tableaux, une réinterprétation de ces tableaux à travers sa photographie, qu'aujourd'hui les stars, c'est les stars africaines, on les reconnaît grâce au football. Voilà, donc c'est toute l'intelligence d'Omar Victor Diop. Et donc c'est ce qui fait le succès d'Omar aujourd'hui, c'est qu'on voit à la fois qu'il est africain et mondial. Omar, bonjour. Bonjour. On est au comptoir général, tu connaissais l'endroit un peu ou... Je le connais de nom pour avoir eu beaucoup d'amis qui ont eu des activités ici sur ces dernières années, mais c'est la première fois que j'y viens et c'est sympa. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Omar Victor Diop, sénégalais, 34 ans, photographe. Avant d'apporter ton activité principale de photographe et aujourd'hui d'artiste international, on va revenir sur ton histoire parce que tu n'étais pas destiné à être photographe. Non, pas vraiment, non. Je suis d'une famille plutôt conventionnelle. Papa est expert comptable, maman est juriste de formation et ils ont tous eu des carrières plutôt rangées. Et, moi aussi, j'ai fait des études assez conventionnelles. J'ai un bachelor en finance et un master en gestion des projets internationaux. Et donc j'ai commencé une carrière d'abord dans la finance et ensuite dans les relations gouvernementales et publiques pour une multinationale. Et puis après j'ai commencé en même temps la photo plus comme un passe-temps et au fur et à mesure ça a pris le dessus et puis j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein il y a à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. Tu as fait tes études à Dakar, mais tu es venu en France. Jusqu'au bachelor, j'ai fait mes études à Dakar, donc enseignement privé catholique et ensuite enseignement privé tout court. Et le master, je l'ai fait ici à Subdeco Paris. Et je suis rentré tout de suite après et j'ai commencé à travailler à Dakar et ensuite au Kenya et au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique. Ouais. Comment tu as vécu ta vie à Paris? Je suis arrivé en France pour faire mes études, c'était en 2004. Ce qui est marrant, je m'attendais à être dépaysé en venant à Paris, mais où je n'étais jamais venu avant. Mais en fait, maintenant, ça a été le moment où j'ai réalisé que, en tout cas pour les gens de notre génération, on a une sorte de culture globale avec la télé, le cinéma et la littérature. On est en fait tous connectés, on a tous un peu les mêmes idoles dans la musique, dans le cinéma. On a donc cette culture globale qui fait que je me suis toujours senti à l'aise aussi bien à Dakar qu'à Paris ou New York. Quel était ton objectif en venant? Tu te disais, j'ai mon diplôme, je retourne au Sénégal ou tu voulais rester ici, trouver un poste ici? C'est vrai qu'au bout d'1 an, je me suis dit que j'aurais peut-être plus de chance à gravir les échelons rapidement dans un milieu que je connaissais, un milieu professionnel. Et donc je suis venu faire mon stage pour le mémoire à Dakar dans un cabinet de consulting et j'ai été embauché et du coup non, j'ai pas eu besoin de retourner en France, non.
Ensuite, tu vas intégrer des grands groupes, tu vas travailler dans d'autres pays d'Afrique. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé, c'est que au bout de 2 ans dans ce cabinet de consulting, j'ai été approché par le département des ressources humaines d'une autre multinationale qui avait des bureaux à Nairobi. Et vu que je me débrouillais pas mal en anglais, les entretiens d'embauche se sont bien passés et je me suis retrouvé à Nairobi. Première expérience dans un pays complètement anglophone et une partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas du tout. C'est assez intéressant comment on ne se connaît pas d'un côté à l'autre du continent. Je me rappelle quand je disais à mes potes que j'allais travailler au Kenya, tout le monde avait un peu pitié de moi, genre « mais qu'est-ce que tu vas faire au Kenya ?» Et d'un autre côté aussi, en Afrique de l'Est, on a tendance à penser que l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, quoi, et que tout le monde est nigérian, haut en couleur, très volubile. Et donc c'était une expérience très enrichissante, peut-être même plus enrichissante que la France. Et c'était une merveilleuse année. J'ai été à Nairobi pendant 1 an. Ensuite, Lagos, toujours dans le même groupe. Bon, Lagos, le Nigeria, c'est un cas à part quand même. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de passion. Tout est très bruyant, tout est très rapide. Les amitiés sont très sincères et les prises de tête aussi. Le Nigérien, il a un truc à te dire, il te le dit, quoi. Et s'il faut se taper dessus, on se tape dessus et demain on est potes. Ouais. Et on continue. Et ça m'a... On voit que ça t'a marqué. Ah oui, oui, absolument. Et j'ai encore gardé de très bons amis au Kenya et au Nigeria et dans tous les autres pays. Donc après ces expériences professionnelles, tu retournes au Sénégal. Ouais. Et comment t'en es venu à être photographe? Alors, faut savoir que j'ai toujours lorgné la photo comme un art super intéressant, très fascinant, mais d'un autre côté assez inaccessible. Je me disais qu'il fallait être passé par les beaux-arts ou je sais pas, une école, enfin avoir un parcours artistique. Et puis il y avait aussi, quand on regarde tous les aspects technologiques et qu'on n'a aucune formation, c'est un vrai charabia, quoi. Et donc je regardais ça, j'allais à toutes les expos à Dakar et partout où je voyageais. Mais j'ai quand même acheté un appareil photo semi-professionnel. Avec ça, je m'amusais le week-end et je me rappelle, je faisais partie d'un groupe d'aspirants photographes. Je faisais des randonnées à Dakar le dimanche et on faisait du paysage et on s'amusait, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et là, ça a commencé à avoir une réponse assez positive, déjà de mon cercle d'amis et familial et aussi de professionnels de l'image. Et aussi d'agences de pub et j'étais assez surpris. Ouais. Et ensuite j'ai entendu parler des rencontres photographiques de Bamako qui ont été pendant assez longtemps le plus gros événement photo du continent. Tu avais toute la diaspora qui venait montrer ce qu'il y avait de meilleur en termes de création photographique. Et du coup, j'ai soumis des photos que j'avais prises avec l'aide de ma meilleure amie qui était mannequin à un moment donné. Donc elle a fait cette série où j'étais un peu designer et j'avais composé des tenues avec des matières recyclées de ma propre consommation. À ma grande surprise, quelques mois après, je reçois une lettre des 2 commissaires de l'expo qui me félicitent et qui me dit que sur une sélection de quelques centaines de propositions, je faisais partie des 20 ou 23 artistes qui étaient sélectionnés. Au début, je n'ai pas cru, je pensais que c'était une mauvaise blague d'un de mes amis. Et donc, ouais, quelques mois après, je me retrouve à Bamako, au milieu de photographes chevronnés. Donc, ça a été vraiment le moment décisif où
Je fais ma première une, Libération, une grosse page dans Jeune Afrique. Enfin, ça fait quelque chose, quoi. Même si on ne travaille pas pour la presse, on ne travaille pas pour la renommée, on travaille surtout pour l'opportunité de s'exprimer de manière artistique. C'est des choses qui réconfortent vachement et qui encouragent, quoi. Et parce que après Bamako, j'ai fait la Biennale de Dakar et ensuite j'ai fait la même année les rencontres d'Arles, qui sont après Paris Photo, c'est un peu la Mecque de la photo, quoi. Et donc aux rencontres d'Arles, André et son équipe ont visité un peu tout ce qui se faisait en termes d'expo. Ils sont tombés sur mon travail et on a décidé de travailler ensemble. De quoi tu t'inspires dans tes photos? Parce que là, concernant le Bamako, tu as utilisé des matériaux recyclés. Mais sinon, d'un point de vue général, de quoi tu t'inspires? Les gens qui sont dits créatifs sont des gens qui s'inspirent de tout. Et, enfin, les idées viennent n'importe quand, dans un taxi à Dakar ou sur la corniche en conduisant, on passe devant quelqu'un, il y a une attitude, il y a quelque chose qui évoque une pensée et c'est un truc qui trotte dans la tête et qui finalement devient un début de projet de création. On ne sait jamais d'où vient une idée, quoi. Enfin, c'est mon environnement qui m'inspire, ouais. Aujourd'hui, donc, tu as une renommée, on va dire, internationale grâce à cette exposition à Paris Photo. Le projet Diaspora est une série dans laquelle tu mets en lumière 12 personnages africains historiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, l'idée est venue lors d'une résidence de création à laquelle j'ai été convié à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Donc je suis tombé sur des portraits classiques, des peintures anciennes, baroques ou de la Renaissance, qui m'ont donné envie d'en connaître plus sur les personnages qui étaient représentés. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein d'oubliés de l'histoire, des gens qui étaient arrivés ou qui avaient été emmenés en Europe dans des conditions pas toujours idylliques, soit emmenés en tant qu'esclaves ou en tant que cadeau d'un roi à un autre. Et c'est des gens qui ont réussi à se créer des lendemains nouveaux et qui ont été des membres très influents des sociétés où ils vivaient, envers et contre tout. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage, quelque part de les convier dans cette conversation actuelle sur le thème justement de l'immigration, de l'intégration et des influences mutuelles entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Afrique et le reste du monde. Est-ce que ces personnalités, tu les connaissais avant? Non. C'est justement ça que j'ai trouvé intéressant. Si je prends un exemple dans la série des 12 personnages, quelqu'un comme Jean-Baptiste Belley, esclave né à Gorée, qui a été transporté dans les Antilles françaises, ce qui est après devenu Haïti, qui a racheté sa liberté avec ses économies, qui est devenu un homme libre et qui a été un membre actif de la Révolution française et un membre de la Convention nationale et du Conseil des 500. C'est ces gens-là qui ont en quelque sorte créé la République française. C'est quand même incroyable que moi qui ai fait toutes mes études au Sénégal, je n'ai jamais entendu parler de ce personnage. Et en France aussi, il est très peu connu. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant et en même temps dommage que ces gens, malgré toute l'influence qu'ils ont eue sur le monde, ont été quelque part sortis des livres d'histoire. Est-ce que toi, la photographie, c'est un moyen de photographier des belles choses, de montrer l'esthétique, ou c'est aussi un moyen de faire passer un message? Non, en fait, l'esthétique, je la conçois comme un mode de narration. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas de Diaspora, c'est un travail de mémoire et une contribution à une conversation universelle sur finalement le mieux vivre ensemble. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui sont pour un développement endogène de l'Afrique? Ah bah oui, enfin, de toute façon, pas besoin d'être un artiste. Je pense que chacun dans son domaine, qu'on soit comptable ou
star du football ou qu'on ait une boutique au marché de Silène, chacun dans son quotidien et dans l'excellence qu'on apporte dans son travail, en quelque sorte milite pour un développement économique et social de son pays. C'est une forme d'engagement. Est-ce qu'on pourrait être classé dans une catégorie d'artistes engagés? De toute façon, on ne peut pas échapper aux classifications, mais je préfère le terme sénégalais engagé parce que mon engagement ne se limite pas à mon travail artistique. C'est-à-dire que quand c'est les élections et que je vais voter, et que je le fais de manière responsable, je suis un Sénégalais engagé. L'art ne fait que contribuer à cet engagement, mais c'est pas seulement dans son domaine professionnel qu'on devrait être engagé. Ouais. Dans ta série, il y a souvent un objet qui revient lié au football. Pourquoi? Il faut savoir que chacune de ces œuvres est inspirée d'un portrait, comme je disais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je recrée avec la photo ces portraits. Et par respect pour l'œuvre originale et aussi pour avoir un fil conducteur entre chacune de ces œuvres, il fallait un élément qui soit donc justement ce fil d'Ariane. Et j'ai voulu faire d'une pierre deux coups en utilisant ce terme du football parce que je parle justement de brassage, d'immigration, d'intégration et d'acceptation. Et la situation des footballeurs de la diaspora africaine est assez intéressante parce que dans la plupart des cas, c'est des gens qui vivent une situation qui est assez paradoxale parce que c'est des gens qui sont adulés pour leurs compétences footballistiques et donc des stars qui sont vénérés, mais aussi des gens qui, de temps à autre, par des faits divers plus ou moins malheureux, sont toujours relégués à leur statut d'étrangers. Ce projet, c'est ma façon de contribuer à cette conversation. Est-ce que c'était difficile de te mettre en scène? Ah oui, absolument. C'est un travail autrement plus complexe que de faire le portrait de quelqu'un parce que même on a tendance à penser que les portraits pris à vif dans le feu de l'action sont plus vrais que les portraits posés. Non, c'est pas vrai. Parce que une photographie n'est qu'une reproduction d'un instant, d'un état d'esprit. C'est plein de choses qui se passent dans la fraction de seconde où l'image est fixée. 5 secondes après, la personne n'est plus la même parce qu'elle a eu une pensée différente, ou elle a vu une chose, elle a vu quelqu'un passer. Et elle a pris conscience qu'il y a eu une photo et donc déjà elle n'est plus la même. Ouais. Donc quand on applique ça à soi-même aussi, c'est encore plus compliqué, quoi. Comment tu vis le fait de passer de parfait inconnu il y a 3 ans à photographe africain du moment? Déjà, j'espère que je ne suis pas que du moment. Et puis c'est encore je le dis, même dans le cadre de ce projet où c'est moi qui me mets en scène, ce qui intéresse, et je le dis vraiment pas par fausse modestie, ce qui intéresse c'est le projet et les questions qu'il pose. Qu'est-ce que tu ressens après avoir exposé dans Appareil Photo? Déjà c'est une reconnaissance, qu'on soit photographe africain, sénégalais ou américain, c'est une reconnaissance parce que c'est un salon qui, mine de rien, en 4 ou 5 jours, cette année on a eu 60 000 personnes dans ce salon. Les galeries sont sélectionnées au peigne fin, la liste d'attente de galeries est de près de 200 galeries, il y a des gens qui attendent depuis des années et donc c'est une grande fierté. L'émission s'appelle Star Confidence, donc on va passer aux confidences. On ne fait pas le portrait chinois, nous, ici, on fait le portrait sénégalais. Donc je vais te poser quelques petites questions et on va voir ce que tu vas me répondre. Si tu étais un lieu ou une ville sénégalaise? Si j'étais un lieu ou une ville sénégalaise, oulala, je serais une plage. Parce que les plages dakaroises sont les plages les plus démocratiques au monde. Tout le monde y a droit. Donc ouais, je serais une plage, je serais la plage de Yoff. Un après-midi du mois d'août. Si tu étais un lutteur sénégalais? Je serais mon cousin, Mohamed Ndao Tyson, pour tout ce qu'il a apporté à la lutte,
pour ce côté self-made man, businessman, un homme extrêmement discret, extrêmement discipliné. Et si on parle maintenant, si la lutte est ce que c'est maintenant, à part bien sûr Tafa Gueye, le tigre de face, c'est aussi grâce à Mohamed Ndao Tyson. Ouais. Omar Sy nous a dit la même chose. Ah oui. Donc on te souhaite le même parcours. Si tu étais une boisson sénégalaise? Je serais la gazelle Kumba. Très bien. Ouais. Si tu étais un plat sénégalais? Je suis lébou, donc un bon tchaboudion de chez ma mère, rouge, avec une bonne darne de barracuda, sud, et puis à manger en famille, quoi. D'accord. Si tu étais une chanson sénégalaise? Ah non, mais là c'est trop dur. Une chanson de Youssou N'Dour qui s'appelle Nit Ku Ñuul. C'est une très vieille chanson qui date des années 80 et peut-être même 70, je sais pas. Et en fait, c'est là que j'adore cette chanson et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai autant de respect pour Youssou N'Dour. Parce que c'est là qu'il chante tout son amour pour l'homme noir et pour sa dignité. Il dit Nit Ku Ñuul Ñàkkul Fayda et c'est une chanson qui me touche énormément. Ouais. Bon, la question Star Confidence. Je crains le pire. Je crains le pire. Tu ne la connais pas. Ça marche très bien en ce moment pour toi. C'est quoi ton gris-gris? Mon gris-gris, c'est mon respect pour mes parents. Vous savez, le meilleur marabout, c'est la mère et ensuite le père. Et comme nous tous, je dois tellement à mes parents pour l'éducation, pour la patience, pour le soutien infaillible. Tant qu'ils sont heureux, je pense que Dieu sera heureux. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous. À très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, Star Confidence est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Star Confidence. Ah, c'était pas simple, hein? Vas-y, là, on est chiant. Mm.